Mon nom est Ariane Maillot-Rivard, je suis directrice expérience client chez Humanify et je suis accompagnée de mon cher collègue Éric. Éric va prendre la parole un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, en fait, on va commencer en fait par vous expliquer qui nous sommes parce que ça va vous introduire, vous expliquer pourquoi on a décidé de vous parler des 3 dimensions de l'expérience en acquisition de talent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Humanify, nous ne sommes pas une agence traditionnelle en recrutement à pourcentage. On est plutôt un cabinet conseil où on opère des projets de recrutement en mode projet, en mode banque d'heures. Et ça, en fait, bon, comme je disais, on a le service de consultation, l'expertise en acquisition de talent, mais c'est surtout que lorsqu'on gère les mandats de recrutement, on s'intéresse beaucoup aux data de l'acquisition de talent. Donc, on se mesure avec des KPI et surtout, c'est qu'on est exposé sur le marché autant à l'expérience candidat, à l'expérience recruteur et à l'expérience gestionnaire. Et là, vous allez me dire, ouais, Ariane, là, l'expérience candidat, on sait c'est quoi, on en entend parler de plus en plus. Il y a des choses qui ont été mises en place dans notre organisation pour bonifier cette expérience-là. Tant mieux, c'est magnifique. Je pense par contre que l'expérience recruteur et l'expérience gestionnaire a peut-être été laissée de côté un petit peu, ou elle est moins présente, elle est moins évaluée. Et c'est tout à fait le but de notre rencontre aujourd'hui, de notre présentation, de vous expliquer en quoi c'est l'importance, c'est l'adhésion de ces 3 expériences-là qui va vous permettre d'améliorer vos processus de recrutement, améliorer votre taux de réussite et de convertir vos candidats à des offres acceptées. Donc, pour commencer, je vais vous définir en fait les 3 expériences, bien évidemment. Donc, la première qu'on connaît le plus, l'expérience candidat. Donc, c'est vraiment l'expérience que vous allez offrir à vos candidats tout le long de vos processus de recrutement. Ce qui est important dans cette dimension-là, c'est que cette expérience-là ne débute pas en milieu de processus. Elle doit être vécue à travers toutes les étapes. Et ça, c'est dès la première interaction que votre candidat va avoir avec votre organisation. C'est-à-dire, ça peut commencer à la première fois qu'il va aller, il ou elle va aller visiter votre site web, votre site carrière, jusqu'à l'acceptation de l'offre. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas mis l'expérience employée dans nos 3 dimensions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience candidat va juste carrément se transformer, en tout cas du moins, c'est ce qu'on veut. On veut qu'elle se transforme en expérience employée. Donc, c'est à travers tout le long de l'aventure que votre candidat va avoir lorsqu'il va devenir employé chez vous. Et j'ajouterais même que si vous avez un plan d'intégration bien en place, c'est super, une belle accueil et intégration pour votre employé, mais c'est important que son expérience continue après ces 3-4 mois-là, par exemple. Donc, il faut vraiment que tout au long de l'aventure qu'il va avoir avec vous, cette expérience-là continue et qu'il ait, en fait, que ça soit possible de retenir cet employé-là. Je reviens à mes moutons, je reviens à l'expérience candidat. Donc, beaucoup de choses vont impacter cette dimension-là. Je pense en premier lieu au délai de recrutement. Et là, je ne dis pas nécessairement juste le délai de comblement. Donc, le délai de recrutement, c'est est-ce que vous vous êtes déjà intéressé ou est-ce que vous avez déjà fait votre parcours d'acquisition de talent, toutes les étapes de votre processus, et que vous vous êtes posé la question, c'est quoi les délais entre chacune de ces étapes-là? Parce que oui, ça va avoir une incidence sur votre candidat. Ça va avoir un impact sur l'expérience qu'il va vivre. Je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que c'est difficile pour un candidat de postuler chez vous? Alors, si vous recevez encore des CV sur votre site carrière, c'est magnifique, tant mieux. Est-ce que vous êtes posé la question de est-ce que c'est simple pour le candidat ou la candidate de créer sa candidature? Est-ce que ça prend 15 minutes? Est-ce qu'il y a beaucoup de double information qui est reliée à ça? Est-ce que c'est lourd administrativement? Donc, ça, c'est un autre aspect qui va impacter. Et bien sûr, il y en a d'autres. On va aller un petit peu plus dans le creux du sujet
plus on va avancer dans la discussion, mais la manière que vous allez approcher vos candidats en chasse de tête, est-ce que votre recruteur va vraiment lui offrir un rôle conseil? Parce que je crois que nos candidats aujourd'hui, malgré qu'ils ont beaucoup de choix d'employeurs, je crois qu'ils doivent encore être accompagnés et recevoir un rôle conseil de nos recruteurs. Parlant des recruteurs, donc l'expérience recruteur, c'est drôle parce que de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai pu constater sur le marché, c'est que c'est l'expérience qui est le plus laissée de côté. C'est celle qu'on parle le moins, c'est celle qui est un petit peu moins présente dans la littérature. Et pourtant, vos recruteurs, c'est vos ambassadeurs de première ligne, c'est ceux qui vont convertir vos candidats à des discussions. Parfois, c'est eux qui vont mettre en place vos stratégies d'acquisition de talent, c'est vos experts. Et donc, c'est super important que ces gens-là vivent aussi une belle expérience durant leur processus de recrutement. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce que mon équipe de recrutement actuellement, je mets les choses en place pour bonifier leurs compétences? Est-ce que mes recruteurs ont des plans de développement? Est-ce qu'ils sont outillés pour bien répondre au mandat de recrutement? Une autre question que vous pouvez vous poser qui va vous paraître peut-être anodin, c'est est-ce que mon recruteur a le temps de recruter? Puis c'est drôle, mais un mandat de recrutement, ça prend beaucoup d'activités pour arriver à une embauche. Et donc, est-ce que vous êtes déjà intéressé à regarder carrément l'agenda de votre recruteur versus le nombre de postes qu'il a à combler, toutes les activités de recrutement, et de vous dire, ben, est-ce qu'il a vraiment le temps d'avancer ses mandats? Un autre point, c'est est-ce qu'il ou elle est impliqué dans la business? Est-ce qu'il a une vision sur les objectifs d'affaires? Est-ce qu'il est un réel partenaire de votre organisation? Ça a un impact sur l'expérience qu'il va vivre parce que s'il y a un changement dans le besoin ou s'il ne sait pas s'il ne sait pas vos objectifs, encore une fois, ça va être très difficile pour lui ou elle d'être proactif dans sa profession. Elle va être beaucoup plus en mode réactif. Donc, c'est quelque chose de très important. Puis, un autre point que je pense, c'est est-ce que vous mettez en place des outils pour vos équipes de recrutement pour faciliter leur travail, c'est-à-dire un ATS, un CRM? Est-ce qu'ils sont en mesure de se mesurer, comme je parlais tantôt? Est-ce que vous avez des tableaux de bord? C'est toutes des choses qui peuvent permettre une meilleure expérience là, pour vos recruteurs. Maintenant, pour l'expérience gestionnaire, cette expérience-là, elle est très, très importante aussi, puisque si vous investissez seulement dans votre expérience candidat ou expérience recruteur, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une déconnexion s'il n'y a rien qui est fait côté hiring manager, côté gestionnaire. Donc, c'est pour ça que l'adhésion des trois, encore une fois, puis je vais me répéter, mais c'est ça la clé du succès. Je vais vous donner un exemple. Si votre candidat n'arrive pas, mais en fait, s'il passe une entrevue avec un gestionnaire, donc votre recruteur a mis beaucoup d'efforts pour aller chercher un candidat sur le marché passif et votre gestionnaire n'arrive pas à faire accepter l'offre, à connaître sa valeur, à se vendre et tout ça, bien, tout l'investissement que vous avez mis en début de processus ne sert à rien, je ne veux pas dire ça, mais ça a des coûts. En fait, ça a vraiment des coûts reliés à ça. Donc voilà, donc le gestionnaire, il doit être bien desservi pour vivre une belle expérience dans le processus. Il faut qu'il ait une réelle compréhension du marché parce que oui, le marché change, évolue à une rapidité incroyable. L'acquisition change beaucoup. Donc, un gestionnaire qui a passé des entrevues, il y a 10 ans, ben, la manière qu'il va passer ces entrevues aujourd'hui sont totalement différents. Les questions qu'il va poser vont être totalement différentes. Donc, il ou elle doit être au courant de ça. Il doit aussi comprendre son candidat en 2022, bientôt 2023, doit connaître sa propre valeur, la valeur de son équipe,
la valeur de son entreprise. Et je crois qu'on a quand même un travail de sensibilisation à faire auprès de nos gestionnaires pour expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'il ne se fait plus en recrutement aujourd'hui et c'est quoi les bonnes pratiques. Parce que je ne pense pas qu'on se réveille un matin et qu'on connaît tout là, des astuces en acquisition de talent. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui évolue. Je parlais de visibilité tantôt. Je pense que pour augmenter l'expérience de vos gestionnaires dans vos processus, il faut qu'ils aient une visibilité sur vos activités de recrutement. Il faut qu'ils aient une vision 360 de qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça vous prend comme effort pour aller chercher un candidat et soumettre une candidature. Puis bien évidemment, comme dans les deux autres expériences, ça ne doit pas débuter à l'étape de l'entrevue ou dans le milieu du processus. Cette expérience-là doit être vécue à travers chacune des étapes et tout le processus. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Tu avais raison, Éric, je parle beaucoup. Je fais une petite parenthèse sur cette expérience-là côté gestionnaire. Moi, quand j'ai un mandat de recrutement avec des clients, lors de la prise de besoin, je vais beaucoup leur dire, tu sais, oui, je vais prendre le besoin, tu sais, bon, vous recherchez quel type de candidat, expérience et tout ça, personnalité. Mais à un certain moment dans la prise de besoin, je vais aussi leur dire au hiring manager, moi, mes attentes, moi, mon besoin en tant que recruteur pour avancer ton mandat, puis qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté de combler ton besoin, c'est ça. J'ai besoin que tu sois réactif. J'ai besoin, parce que mon candidat, il est disponible aujourd'hui, mais il ne sera peut-être pas demain. J'ai besoin juste que tu me réserves du temps dans ton agenda pour faire les activités de recrutement. J'en ai parlé un peu dans l'expérience recruteur, mais ça faut vraiment se faire de la place, il faut mettre ça en priorité parce que c'est une question ça va être une question d'heure, ça va être une question de temps beaucoup. J'ai besoin aussi que tu sois ouvert au profil que je vais te présenter parce que non, le candidat parfait n'existe pas. Je vais avoir besoin que tu sois transparent avec moi sur le besoin a-t-il changé? S'il change dans le timeline, j'ai besoin de le savoir pour ne pas avoir de surprise. Et ça, je vous en parle dans l'expérience gestionnaire parce que si votre gestionnaire sait depuis le début ce qu'on s'attend de lui, il va avoir moins de surprises, puis j'ai l'impression qu'il va avoir moins de frustration aussi, ou qu'il va ou elle va comprendre pourquoi c'est difficile recruter, ça prend du temps, ça prend des bonnes stratégies. Donc, j'ai l'impression que cette compréhension-là va beaucoup, beaucoup aider le reste du processus. Donc, voilà pour les trois définitions. En passant, au début de la présentation, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est probablement un des sujets préférés à moi et Éric. Donc, si jamais vous avez envie de poursuivre la discussion, vous avez envie de nous poser des questions un petit peu plus personnalisées à votre organisation, n'hésitez pas à venir nous écrire après. Ça va nous faire plaisir d'échanger davantage là-dessus. Donc, focaliser vraiment que sur l'expérience candidat, par exemple, ça peut avoir des impacts. Souvent, je vais dire à mes clients ou je peux dire à des gestionnaires, on a bien beau mettre le meilleur recruteur sur un mandat. Hein, c'est un des meilleurs sourceurs au Québec, très, très fort en TI, ou vraiment là, un excellent ambassadeur, un excellent recruteur, avec un gestionnaire qui a une mauvaise compréhension, encore une fois, du marché ou etc., ça va faire qu'il y a un risque qu'à la fin, vous n'arriverez pas à convertir votre candidat en une embauche et à le convertir en employé. Et même chose pour le gestionnaire. Vous avez beau avoir un gestionnaire ambassadeur incroyable. J'utilise beaucoup le mot ambassadeur. Selon moi, un gestionnaire ambassadeur, c'est tout ce que j'ai dit tantôt. C'est un gestionnaire qui va être au courant, qui va vraiment être au courant du marché, du candidat, de comment se vendre, de comment se positionner. Donc, c'est ça. Donc, on a ce gestionnaire-là
avec un recruteur qui n'a pas les outils nécessaires pour l'appuyer dans ses processus, qui est peut-être mal formé ou qui accompagne pas assez bien son candidat, bien, encore une fois, la conversion va être plus difficile et tous les efforts que vous aurez mis pendant le processus sont à risque de recommencer dès le début. Et un autre aspect que j'aimerais vous parler, c'est au niveau de l'harmonisation. Parce qu'un candidat devrait vivre la même expérience, parce qu'on a le défi de faire vivre une belle expérience à nos candidats, à nos recruteurs et à nos gestionnaires. Mais le candidat doit vivre cette même expérience-là, peu importe quel processus il va être. Donc ça, c'est un autre défi qu'on a, c'est de harmoniser tout ça, que toute mon équipe de recruteurs, si vous en avez plusieurs, tant mieux, vivent la même expérience et arriver aussi à ce que mes hiring managers vivent cette expérience-là. Donc, voilà. Et là, une fois qu'on sait comment, en fait, qu'on sait la définition de ces trois expériences-là et qu'on se dit, bon, je dois vraiment investir dans ces trois dimensions-là. Maintenant, il faut savoir comment, il faut s'évaluer. Il faut être en mesure de s'évaluer. Et le service conseil de Humanify, on a mis en place l'autodiagnostic, qui est un outil pour évaluer ces trois dimensions-là. Et donc, j'invite M. Belair, mon cher collègue, à prendre la parole. Merci, Ariane. Donc, effectivement, comme Ariane l'a dit, j'ai eu le plaisir, de par le passé, de gérer des équipes d'acquisition de talent dans différentes organisations. Et au cours de mes parcours, je me suis rendu compte qu'il y a des mêmes thématiques ou il y a des mêmes structures qui sont nécessaires, peu importe l'organisation, sa taille et son industrie. Si tu passes à la slide suivante, Ariane, ce que j'aimerais partager avant même de discuter de l'outil d'autodiagnostic, c'est la formule, l'équation au bas de la page. C'est un petit cadeau de Noël peut-être avant le temps, mais cette équation-là, lorsque vous allez réfléchir où vous allez être en réflexion sur la priorisation des projets dans vos équipes d'acquisition de talent, ou même l'évolution de votre offre de service aussi, comment vous voulez dégager votre offre de service autant auprès de vos clients internes que des gens à l'externe. Vous devez la garder en tête pour que votre offre soit durable dans le temps et non sujet au mode passagère. Puis les modes passagères, c'est, vous allez le voir d'année en année, soit l'expérience candidat va avoir la vedette, soit l'expérience gestionnaire va avoir la vedette, etc. Ce n'est ni une ni l'autre de ces expériences-là qui est importante. Ce sont les trois expériences mises ensemble, divisées par votre capacité. En gros, c'est quoi la capacité? C'est le montant d'heures que vous avez de disponible. Et si le travail humain ne peut pas être effectué, comment on peut remplacer ces heures-là de travail humain par l'automatisation de certains processus à faible valeur ajoutée? Ça peut varier d'une organisation à une autre, tout dépendant de la taille de la boîte, des outils disponibles et aussi de ce que vous voulez donner comme expérience. Donc, quand vous allez vouloir faire évoluer votre offre de service ou vous vous demandez quel projet je devrais prioriser pour 2023, 2024 et après, vous devez vous poser la question, quels vont être les impacts sur chacune de ces expériences-là et combien de temps chacun des blocs va me demander. Donc, quand on a bâti l'outil d'autodiagnostic, en gros, on a le plaisir au niveau du service conseil chez Humanify d'assister les clients au Québec et partout dans le monde d'ailleurs à mettre en place, peaufiner, améliorer leur offre de service et en gros, tout leur processus en acquisition de talent. Et pour bien faire notre travail, on doit d'abord évaluer où est positionné le client sur chacun de ces axes-là. Donc, on a développé un outil qui a une grille de pondération en fonction du type de poste, en fonction de
du volume de poste, en fonction aussi de la disponibilité des partenaires à l'interne. Donc, tous ces éléments-là sont pris en considération lors du diagnostic et on essaie de dégager, en gros, différents points. Donc, si vous voulez vous pencher sur votre expérience candidat, de voir quelle est l'image que ma compagnie dégage à l'externe, mon processus ressemble à quoi, du début jusqu'à la toute fin, par toutes les étapes. Quelle est la relation avec le candidat tout au long de chacune de ces étapes-là? Est-ce qu'on a mis en place quelque chose d'hyper manuel? Est-ce qu'on a mis en place des trucs soit manuels et automatisés en fonction des volumes? Et aussi, par la suite, quelle est notre offre côté intégration? Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que le candidat a été converti en employé? Après, quand on regarde l'expérience recruteur, un peu la même chose. Quels sont les outils et les processus? Quelle est la gestion du développement de mes ressources? Et aussi, quel est le type de soutien et la reconnaissance de disponible auprès de mes équipes de recrutement? Au niveau des gestionnaires, les processus, les outils, les ressources, la facilité au niveau des communications, l'accès à l'information, et aussi tout leur rôle et la collaboration qu'ils prennent au niveau des différents processus. Et l'important, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est pas quelque chose de clos. Un travail sur un facteur peut affecter une autre expérience. Je donne un exemple ici. Au niveau de la formation et de développement des recruteurs, si on forme et on développe nos recruteurs pour qu'ils soient plus avisés au niveau de l'analytique, qu'ils soient en mesure de jouer un rôle conseil, on vient de transformer l'expérience gestionnaire. Parce que le recruteur, une fois qu'il va arriver devant le gestionnaire, il va avoir un argumentaire beaucoup plus façonné au niveau de ses chiffres, il va avoir fait des recherches, il va être prêt. Donc, le travail sur un peut grandement affecter le travail sur l'autre. Et aussi, plus on améliore chacun des processus, plus l'exigence en termes de temps est réduite. Et je reviens beaucoup en termes de temps parce que le temps dans des équipes d'acquisition de talent, c'est une des seules ressources qu'on a. Il y a deux choses, en gros, c'est nos budgets et le temps. Et un va impacter l'autre aussi. Donc, plus on a de budget, plus on peut acheter du temps. Moins on a de budget, plus religieux on doit être au niveau de notre temps. Donc, cette capacité-là de suivre son temps, de l'évaluer par effort déployé, nous permet après de bien le rediviser et, si on veut, de redistribuer cet unique inventaire-là sur nos 3 expériences. Et par la suite, ça se décline comment? Donc, une fois que, en gros, on a la chance d'évaluer chacune de ces étapes-là, un rapport est produit, puis Ariane, peut-être basculer à l'écran suivant. Un rapport est produit et analysé de façon individuelle par expérience et de façon holistique aussi à la fin. Et pour chacune de ces étapes-là, il y a une évaluation qui est faite sur quelles sont les pratiques qui tiennent la route ou qui sont bonnes et qui sont bien développées et quels seraient les points ou les axes d'amélioration potentiels qu'on pourrait prioriser ou favoriser en fonction de la disponibilité, bien évidemment, mais de l'expérience qu'on souhaite améliorer. Donc, sachant que après avoir vu un portrait global comme ça, on est en mesure de vraiment, lors de nos initiatives, savoir lesquelles on devrait prioriser dans le temps, par lesquelles commencer. Très souvent, en gestion d'acquisition de talent, on se retrouve devant une grande feuille de voici ce qu'on aimerait faire, mais après, on ne sait pas nécessairement lesquelles je devrais mettre en premier, quelle devrait être ma séquence logique et quelles seraient les actions qui me donneraient un impact plus grand là, en termes d'amélioration potentielle. Donc, tout cet outil-là, en gros, a été testé dans différentes industries, dans différentes tailles d'organisation, que ce soit de la très petite entreprise de une vingtaine d'employés jusqu'à des entreprises de plus de 10 000 employés. Donc, toute industrie confondue, encore une fois, et bien évidemment, la pondération est ajustée en fonction de la taille et des industries et des types de postes. Donc, en gros, c'est un peu l'outil ou le raisonnement en arrière. Si vous gardez ne serait-ce que l'équation principale qui a été donnée à la slide précédente en tête, vous êtes en mesure
d'amorcer une certaine réflexion, une certaine discussion à l'interne pour, si on veut, créer votre propre outil ou faciliter votre travail au niveau de la priorisation de vos projets. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'avais à dire aujourd'hui. Pensez toujours de façon circulaire, comme je l'ai dit, une expérience impacte les autres, que ce soit l'implantation de systèmes, l'amélioration d'outils. Puis les systèmes, on utilise beaucoup la terminologie ATS puis CRM, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des plus petites entreprises qui peuvent très bien se structurer, que ce soit dans un environnement Teams, Trello, Google. Il y a des façons de s'adapter en fonction de la taille et des budgets. Donc, l'important ici, c'est de centraliser l'information, de donner accès à tout le monde, ou du moins à ceux qu'on a choisis pour travailler dans l'équipe de recrutement au niveau des outils. Donc, n'hésitez pas là, à penser à d'autres choses que les gros systèmes traditionnels. Bien évidemment, de clarifier les attentes. On a une belle petite checklist où vous pouvez même vous faire votre propre checklist recruteur-gestionnaire. C'est important que tout le monde ait leurs attentes de très bien définies dans un processus. Formaliser votre offre de service. Ça, c'est hyper important pour tout le monde à l'interne. C'est en gros l'offre de service, c'est le plan de match. C'est ce qu'on s'attend de tout le monde. Donc, chacun a un rôle à jouer. Les responsabilités doivent être claires. Puis encore une fois, pour l'offre de service, je vous réfère à l'équation. Ça va largement vous aider à en faire une solide qui va durer dans le temps. Et aussi de former non seulement vos gestionnaires, mais aussi vos recruteurs. Les marchés ont évolué, les pratiques ont évolué. Donc, une formation de façon régulière pour l'ensemble des gens en acquisition de talent est nécessaire. Et bien évidemment, ça, je suis un gros fan, de mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer vos pratiques. Donc, tout ce qui ne se mesure pas reste une opinion. Donc, n'hésitez pas à mesurer chacune de ces expériences-là de façon régulière, mettre en place des sondages à chacun des niveaux pour avoir du feedback en continu, pour pouvoir toujours vous améliorer. Et c'est tout. Si vous avez des questions, comme Ariane l'a dit, on est toujours très ouvert à prendre un café, à partager des pratiques de l'industrie. Si vous voulez savoir comment vous pouvez mettre certaines choses en place, plaisir de discuter et d'échanger avec vous.